LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composée d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Ducot-Philippi. Merci beaucoup d'intervenir avec nous pour évoquer cette thématique particulière. Et donc, je te laisse te présenter. Merci Isabelle. Et je te remercie beaucoup, Antonina. Moi, je suis personnellement ravie de vous retrouver tous ce soir pour ce webinaire qui est consacré à une thématique souvent impensée quand on évoque les difficultés scolaires des élèves, c'est-à-dire leur rapport au temps. Je suis professeure de lettres classiques. Je suis également enseignante spécialisée et je suis formatrice académique dans l'Académie de Créteil pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai plusieurs champs d'expertise. Je suis à la fois spécialiste de l'école inclusive, c'est-à-dire de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers dans la classe, c'est-à-dire l'accessibilité, la différenciation. J'ai également une expertise en neurosciences cognitives et en maîtrise de la langue. Et donc, je vous propose maintenant de me suivre avec moi sur la question de la gestion du temps pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Antonina, est-ce que tu confirmes que mon écran s'est bien affiché ? Très bien. Et donc, mais nous allons donc commencer avec une première idée, hein, c'est que le temps scolaire est partout et que ce temps scolaire
le temps est l'une des sources cachées des difficultés scolaires des élèves et plus particulièrement de ceux qui ont des besoins spécifiques. On pense souvent que les difficultés sont liées à la lecture, à l'écriture, à l'attention, à la mémorisation, au comportement et la question du temps, de la gestion du temps passe souvent à la trappe. Et ce soir, je vais vous tenter de vous démontrer que ce rapport au temps, quand il est subi, peut engendrer de très nombreuses difficultés pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais que quand il est structurant, qu'il est pensé comme un outil pédagogique, quand il est pensé en tant qu'objet d'apprentissage, il peut être vraiment une aide pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, on va commencer avec cette idée que le temps est partout et je vais vous demander de faire un petit exercice mental. Donc, imaginez que vous arrivez à l'école, pensez à une journée d'école ordinaire. Et si vous pensez à cette journée d'école ordinaire, eh bien, les exigences temporelles sont omniprésentes. Il faut arriver à l'heure. Il faut savoir que la journée commence. Il faut comprendre que des activités vont se succéder. Il faut accepter qu'une activité s'arrête, même lorsqu'elle est agréable. Il faut attendre son tour. Il faut terminer un travail dans le temps imparti. Il faut prévoir ce qu'on va faire ensuite. Et lorsqu'un professeur dit aux élèves « Alors, nous avons encore 10 minutes », nous supposons que les élèves savent ce que représentent ces 10 minutes. Lorsque nous disons aux élèves « Ah, vous finirez ça plus tard », nous supposons qu'il est capable de se représenter un futur proche. Lorsque nous annonçons « Allez, dans 5 minutes, c'est fini, on range », nous supposons que l'élève est capable d'anticiper un changement. Or, toutes ces compétences que je viens d'évoquer très rapidement ne sont pas innées. Elles se construisent progressivement. Et puis, chez les élèves à besoins éducatifs particuliers, elles sont souvent très fragiles. Et donc, nous allons dans cette première partie du webinaire où je vais garder la parole pendant 30 minutes environ. Nous allons d'abord, dans un premier temps, essayer de comprendre le rapport au temps de l'élève, puis on évoquera ensuite la structuration du temps scolaire, et enfin, on pensera à un temps qui est hors école, mais qui est finalement très articulé à ce qui se fait en classe, surtout dans notre pays où les vacances reviennent à des moments très réguliers. Nous penserons ensemble les vacances comme faisant partie d'un temps éducatif. Alors, on va commencer avec une première idée qui est de comprendre le rapport au temps de l'élève. Donc, pour un adulte, nous avons l'impression que le temps est une réalité objective. D'ailleurs, nous prenons un sablier et nous voyons le temps s'écouler. Nous regardons une horloge et nous voyons les aiguilles marquer l'avancée du temps. Mais chez l'enfant, le temps n'est pas cette réalité objective. Le temps est avant tout une expérience subjective. Pour l'enfant, le temps n'est pas une réalité transcendante. Le temps est une expérience immanente, c'est une expérience qui va se construire étape par étape et évidemment ces étapes sont très en lien avec l'âge de l'enfant. Alors, il y a d'abord le temps vécu au début de la vie de l'enfant. Par exemple, un petit enfant a faim et il va expérimenter cette expérience-là au moment où la faim se produit. Puis après, il va ressentir de la fatigue. Puis après, il va ressentir le besoin de dormir. Vous voyez, le temps est lié à, une expérience corporelle, une expérience affective. Et puis progressivement, l'enfant va construire des repères. Et ces repères vont lui permettre d'organiser les événements dans un ordre, d'anticiper, de comprendre les durées. Puis enfin, il va pouvoir planifier. Donc, on va passer du temps vécu au temps représenté un petit peu plus tard et au temps planifié. Mais un point essentiel est à retenir chez nos élèves notamment de primaire,
et c'est une notion que n'ont pas forcément ni les parents ni les enseignants, la représentation du temps peut rester fragile. Elle est fragile. Du coup, il faut vraiment, quand on pense le temps comme un outil aidant pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, il faut vraiment connaître les grandes étapes du développement de l'enfant par rapport à ce qu'il comprend du temps. Alors, de sa naissance jusqu'à 3 ans, comme je vous l'ai dit, c'est le temps vécu. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est des grands repères généraux. Ne commencez pas à vous inquiéter si votre enfant n'entre pas tout à fait dans les cases. On sait très bien que les étapes du développement de l'enfant sont perméables. Mais en tout cas, entre la naissance et 3 ans, ce qu'il faut retenir, c'est que l'univers de l'enfant est centré sur l'instant présent. Le passé n'existe quasiment pas, le futur n'existe quasiment pas. Il est vraiment sur ce qu'il est en train de vivre et d'expérimenter. Puis progressivement, entre 3 et 6 ans, se construisent les premiers repères, l'avant, l'après, le jour, la nuit, le matin, le soir, l'école, la maison. Ça commence. Et puis, entre 6 et 10 ans, c'est le moment des compétences qui progressent par rapport au temps. Et on va parler du temps social, on va parler de la découverte du calendrier, les jours de la semaine, les mois, les saisons, l'emploi du temps. Et l'enfant va rentrer dans ce qu'on appelle ce temps social, c'est-à-dire ce temps partagé finalement avec les autres. Et à partir de 10 ans, les capacités d'anticipation, les capacités de planification deviennent plus élaborées. Et à partir de ce moment-là, l'élève peut commencer à gérer des échéances. Alors, ça veut dire quoi gérer des échéances? Ça veut dire qu'il va être capable de se dire, tiens, dans une semaine, j'ai un exposé à faire, je dois réviser une leçon. Donc, il peut commencer à se projeter dans l'avenir et à organiser son travail. Mais ce temps-là qu'on appelle le temps de la planification et de l'anticipation, ça reste très fragile pour les élèves à besoins éducatifs particuliers parce que justement, ces compétences dépendent des fonctions exécutives qui sont les fonctions en général altérées pour des élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement. Et il faut se rendre compte que cette gestion du temps ça n'est pas une simple question d'organisation. En fait, la gestion du temps, à partir du moment où on commence à anticiper et à planifier, eh bien, cette gestion du temps, elle repose sur un ensemble de mécanismes cognitifs extrêmement sophistiqués. Et du coup, c'est une compétence très complexe. Alors, je vous donne juste un exemple. Imaginez, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes enseignant et vous dites, soit à votre enfant, soit à votre élève, selon la situation, tu as 15 minutes pour finir tes devoirs, par exemple, si c'est à la maison, ou alors pour terminer un exercice. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as 15 minutes pour finir. Ça signifie que pour parvenir à terminer, c'est-à-dire pour réussir la tâche, l'enfant doit maintenir son attention durant ces 15 minutes. Il doit se souvenir de ce qu'il doit faire. Il doit manipuler dans sa mémoire de travail un nombre important d'informations. Il doit résister aux distractions. Il doit adapter son rythme. Si vous lui dites 15 minutes, il ne s'agit pas d'aller se précipiter et de finir en 3 minutes, mais il ne s'agit pas non plus d'aller déborder sur les 15 minutes et que les 15 minutes se transforment en 1 heure. Donc, il faut surveiller le temps qui passe. Il faut évaluer sa progression. Et donc, vous voyez, pour cette situation qui paraît finalement assez simple, eh bien, l'enfant doit mobiliser ce que l'on appelle plusieurs fonctions exécutives. Et chez nos élèves à besoins éducatifs particuliers qui ont un trouble du neurodéveloppement, donc je rappelle, parmi les troubles du neurodéveloppement, on trouve la déficience intellectuelle,
on trouve le trouble du spectre autistique, etc., eh bien, la relation au temps va devenir compliquée. L'élève va sembler désorganisé, lent, opposant. Et en fait, ça n'est rien de tout ça. On se trompe, on fait une erreur d'appréciation. C'est sa gestion temporelle qui est fragile, qui est même altérée. Alors très rapidement, parce que je pense que vous le connaissez, donc je fais un rappel extrêmement rapide. Dans le cas d'élèves qui ont un trouble du spectre autistique, la difficulté est pour ces élèves-là de savoir, ou alors plutôt de ne pas savoir ce qui va arriver. Donc ces élèves ont besoin absolument de prévisibilité. Donc pour eux, il va falloir rendre le temps visible, observable, lui dire tu as 15 minutes pour faire cet exercice et ensuite on ira préparer le repas ensemble, tu as 15 minutes pour faire cet exercice, ça ne signifie rien, c'est extrêmement abstrait, donc il va falloir passer de l'abstrait au concret. Pour les élèves TDAH, on va parler de cécité temporelle. Les élèves avec un TDAH ne perçoivent pas bien le temps, ils ne l'estiment pas bien, ils n'anticipent pas bien, ils peuvent être vraiment très, comment dire, très en phase avec eux-mêmes en disant oui, j'ai bien compris, le contrôle c'est dans 2 semaines, j'ai le temps, et puis tout d'un coup le contrôle est là. Donc ces élèves notamment ont un rapport difficile avec ce qu'on appelle la procrastination. Les élèves TDAH ont tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre, euh, ou alors c'est le contraire, ils vont se précipiter. Donc, ils ont vraiment des difficultés pour estimer le temps qui passe. Ensuite, on va avoir des élèves qui sont lents dans leur travail parce qu'ils ont un fonctionnement cognitif particulier. Je prends par exemple un élève dyslexique. Un élève dyslexique qui n'a pas automatisé la lecture va mettre beaucoup plus de temps qu'un autre pour lire un texte, ne serait-ce que pour 10 lignes. Donc, on a l'impression que cet élève est lent. Non, en fait, cet élève n'est pas lent. Cet élève est lent pour lire. Et ensuite, une fois qu'il a pris connaissance du texte, il va pouvoir, dans les questions de compréhension, par exemple, aller parfois aussi vite qu'un autre. Ce qui est difficile pour un élève dyslexique ou dyspraxique, c'est que les apprentissages ne sont pas automatisés. Et donc, comme les apprentissages ne sont pas automatisés, c'est les tâches qui mobilisent ces apprentissages, ces tâches se font beaucoup plus lentement que chez les autres élèves. Donc, vous voyez, là, je vous ai parlé de 3 profils, les élèves TSA, troubles du spectre autistique, TDAH, troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou alors des élèves qui apparaissent lents parce que en surcharge liée à la non-automatisation. On a 3 profils d'élèves différents, on a 3 réalités différentes, mais ces élèves vont partager des besoins au niveau justement de la gestion du temps et au niveau de l'apprentissage de la gestion du temps. Alors justement, ça va être l'objet de la deuxième partie de notre webinaire. Comment est-ce qu'on aide à structurer le temps scolaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire? J'en ai déjà dévoilé une partie. Et surtout, comment est-ce qu'on fait? Donc, souvent, il y a une erreur d'interprétation. On a l'impression que les élèves à besoins éducatifs particuliers ont besoin de davantage d'explications. En fait, pour la plupart d'entre eux, ils ont besoin de davantage de prévisibilité. Ils ont besoin qu'on les aide à se situer sur la ligne du temps. Donc, on a besoin de les sécuriser en réduisant la charge cognitive. On a besoin de libérer des ressources pour les apprentissages et du coup, en sécurisant le temps scolaire, en donnant un cadre très stable, très structuré, très cadrant au temps scolaire,
c'est là qu'on va pouvoir entrer dans un accompagnement étayé, aidant pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, moins d'explications, plus de prévisibilité. Alors, d'abord, des routines et des rituels à mettre en place. On va voir comment. Ensuite, utilisation d'outils de structuration et ensuite penser les transitions pédagogiques. Alors, les routines et les rituels, très souvent, les termes sont employés l'un à la place de l'autre. Donc là, je voudrais vraiment faire une petite mise au point. La routine apporte une réponse finalement à une question que l'élève peut se poser. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois le faire? Dans quel ordre? Donc voilà, la routine, c'est un outil, c'est répétitif, c'est fonctionnel, c'est là pour automatiser les gestes, c'est là pour réduire la charge cognitive. Le rituel, c'est pas du tout la même chose. Le rituel n'est pas un outil. Le rituel est de l'ordre du symbolique. Le rituel porte plus de sens. Et le rituel, d'ailleurs, est davantage pour le groupe, alors que la routine peut être, pour certains élèves à besoins éducatifs particuliers, de l'ordre de l'individualisation. On va dire que la routine, elle va aller sécuriser le fonctionnement de l'élève, tandis que les rituels, eux, vont sécuriser le vécu dans la classe. Vous voyez qu'on n'est pas du tout au même niveau. Et donc, les routines, c'est vraiment pour libérer les ressources cognitives. J'apprends à ranger mon matériel, je pose mon manteau à tel endroit, je sors tel cahier pour telle activité, tandis que les rituels vont jouer un rôle plus symbolique dans la construction de la temporalité et vont surtout permettre à l'élève de se situer dans la continuité. Ils vont permettre à l'élève de construire une continuité, la continuité de la journée scolaire. Donc, on continue. Donc, la routine, oui, je n'ai pas passé les slides, vous m'excusez, hein, je vous redonne quelques exemples. Poser son cartable, accrocher son manteau, sortir son agenda, etc. On est vraiment sur l'automatisation de l'organisation, tandis que les rituels, eux, vont aller structurer la continuité, par exemple le rituel d'accueil, le bilan de fin de journée, le calendrier pour se situer dans la semaine, la projection pour se situer sur une semaine ou sur le mois. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même étayage, alors que souvent, routine et rituel sont, les deux termes sont parfois confondus. Alors ensuite, je le disais, le temps est une donnée extrêmement abstraite et l'idée est d'aller rendre concret et visible le temps pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, par exemple, avec des emplois du temps visuels, avec des frises pour permettre aux élèves de visualiser ce qui est terminé, ce qui est en cours, à venir. La technique Kanban qui est très utilisée dans les entreprises, voilà, pour que les personnes puissent voilà, se situer dans leurs tâches, avoir un rétro-planning, eh bien, ça peut être très utile en classe aussi, et c'est pas si difficile que ça à organiser avec des systèmes de post-it. Tiens, ça j'ai fini, ça c'est ce que je suis en train de faire, ça c'est ce que je vais faire après. Et puis après, on a des outils qui sont très utilisés, le sablier, le minuteur, le time timer, qui permettent de voir le temps s'écouler. Alors, quelques pièges hein, quand même, il faut faire attention en tant qu'enseignant et puis en tant que parent. Attention de ne pas enfermer nos enfants ou nos élèves dans des changements trop fréquents. Attention aussi à utiliser finalement les outils que vous mettez en place. J'ai déjà vu à de nombreuses reprises des affichages avec des belles frises chronologiques dans les classes, et puis en fait, personne s'en sert. Donc, ça n'est pas utile. Ou alors, parfois, de la surcharge visuelle aussi, il y a trop de pictos, trop de post-it, on ne sait plus où on en est. Et puis, parfois aussi des routines qu'on commence et puis qu'on ne maintient pas, ou des rituels qu'on commence et qu'on ne maintient pas. Donc ça, ce sont des pièges très fréquents
nos élèves à besoins éducatifs particuliers ont vraiment besoin que nous pensions tout cet étayage à leur mesure. Alors, on dit toujours, attention, le trop est l'ennemi du bien. Ne pas en faire trop, mais par contre, s'y tenir. Alors, je vous donne juste une petite étude de cas. Par exemple, un enfant, Louis, 9 ans, il est TDAH. Et qu'est-ce qu'on constate en classe? Il oublie son matériel, il démarre lentement ses exercices, il ne termine pas son travail, il semble perdre du temps. Réflexe numéro 1, des parents, des enseignants, même si on sait qu'il est TDAH, ah oui, vraiment, il manque de motivation, il ne fait pas attention, même s'il est TDAH, on le sait, mais on dit quand même qu'il ne fait pas attention. Ou alors, plus négatif encore, il manque vraiment de volonté. Mais en fait, on peut se dire, est-ce que nous ne pourrions pas modifier l'environnement temporel de cet élève pour l'aider? Par exemple, il oublie son matériel. Est-ce qu'à la maison, il ne pourrait pas avoir une petite checklist à cocher? Et en classe, au moment de l'installation, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir aussi une petite checklist à cocher? Il démarre lentement ses exercices. Est-ce que on ne pourrait pas lui prévoir un petit mémo avec les étapes et puis l'enseignant ou l'AESH qui va aider pour passer d'étape en étape? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre un petit minuteur, un timer sur sa table plutôt que déplorer le fait qu'il ne termine pas toujours son travail? Il semble perdre du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment lui proposer un exercice très découpé avec des tâches, des sous-tâches, des consignes, des sous-objectifs, etc. Et puis aussi mettre des repères intermédiaires de réussite. L'idée n'est pas de changer les apprentissages, l'idée c'est vraiment de modifier l'environnement temporel de cet élève. Alors, il y a autre chose qui peut poser problème pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est ce qu'on appelle les transitions pédagogiques. Alors, les transitions pédagogiques, de quoi s'agit-il? Ce sont tous les moments de passage, les changements d'activité, les récréations classe, inclusion, classe de référence, dispositif Ulysse, passage école-collège. Et souvent, ces transitions peuvent paraître anodines, mais elles sont très difficiles à vivre pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et là encore, plus on va rendre ces transitions visibles, prévisibles, compréhensibles, et plus on va aider ces élèves, et bien sûr, plus on va favoriser l'autonomie. Donc la transition, c'est souvent un angle mort. La difficulté est qu'on passe d'un cadre à un autre cadre, et ce changement de cadre est rarement enseigné explicitement. Par exemple, quand un élève est dans sa classe de référence et qu'il va dans le dispositif Ulysse, il va d'un passage où il a un adulte en face de lui, l'enseignant, s'il est dans le premier degré, son maître, sa maîtresse, à un autre adulte. Quand il y a 2 activités, il faut changer de tâche, changer de raisonnement, changer de matériel, parfois changer de discipline. Parfois, il faut se déplacer dans l'école. Parfois, il faut passer d'un niveau scolaire à un autre. Combien d'élèves ont des difficultés pour passer du cycle 3 au cycle 4? Parce que les attendus sont complètement différents en termes de charge de travail, en termes d'attendus disciplinaires, etc. Et donc, les moments de transition sont très coûteux pour les élèves à besoins éducatifs particuliers sur un plan cognitif, sur un plan émotionnel, parce que on change de règles, mais souvent, ce changement de règles, ce changement de repères, ce changement de statut, il est souvent implicite. Et on a tout intérêt à aller précisément travailler avec les élèves la flexibilité cognitive, c'est-à-dire quitter un mode de fonctionnement pour en adopter un autre. Comment est-ce qu'on peut faire? Quel process j'avais en maths? Quel process je vais avoir en français? Il faut travailler aussi avec eux ce qu'on appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité d'arrêter ce qu'on est en train de faire
même si c'est agréable, même si c'est inachevé. Et puis, il y a anticipation. Et parfois, chez nos élèves à besoins éducatifs particuliers, ce qu'on observe, c'est du refus, de l'agitation, de la dispersion, de la lenteur, de l'évitement. Mais toutes ces stratégies-là, qui ressemblent à des oppositions, ne sont pas gratuites. Elles sont très souvent le signe d'une difficulté à traiter précisément la transition entre des adultes, entre des activités, entre des cycles, entre des lieux. On a justement à aider les élèves sur ce passage qui est une zone d'incertitude, qui est une zone de flou. Et l'on va dire que ce qui va aider le plus l'élève, c'est encore une fois la prévisibilité, c'est l'explicitation. Plus on va anticiper, plus on va plus on va sécuriser les élèves. Alors comment? Annoncer les changements en amont, pas au dernier moment, mais vraiment en amont. Dire dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, montrer l'horloge. Nous allons ranger et changer d'activité. Et ne pas changer d'activité au moment de la sonnerie, par exemple, sans avoir annoncé le changement en amont. Donc, il faut aussi pouvoir utiliser des comptes à rebours. Il faut que l'élève puisse se représenter ce qu'il va faire après. Donc, encore une fois, l'explicitation vient à notre secours. Et toujours ritualiser les passages, toujours la même procédure pour ranger le matériel, la table, utiliser toujours les mêmes repères visuels. Encore une fois, il faut mieux en faire peu, mais bien et tout le temps. Alors, l'outillage des transitions, j'en ai déjà un petit peu parlé, le time timer, les checklists, le séquentiel visuel, ça c'est très intéressant. Toujours proposer aux élèves des checklists avec les étapes de ce qu'ils doivent faire. Et puis, on peut avoir aussi des cartes de changement dans la classe avec la carte stop, carte nouvelle activité. Voilà, il y a des outils pour aller gérer les transitions. Alors, je parle 1 minute de la récréation. En soi, la récréation, c'est pas la récréation qui est problématique, sauf évidemment s'il y a des disputes ou des conflits. Ce qui est problématique dans la récréation, c'est que précisément, c'est une transition. Donc, on est dans la classe, un cadre très structuré, très surveillé, et puis soudain, on est en récréation, un cadre beaucoup plus libre, où il y a beaucoup plus d'autonomie. Et on revient en classe et on fait le chemin inverse. D'où parfois beaucoup d'excitation, d'agitation, parfois du refus de rentrer en classe. Donc la difficulté, elle est réelle parce qu'on passe en 20 minutes, on fait un mouvement du cours vers la récréation, de la récréation vers le cours, et donc on a un passage entre deux contextes extrêmement différents. Donc, il y a l'idée d'aller ajuster ce moment de passage en étant, encore une fois, très, très rituel et très prévisible. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps des échanges et je vais terminer cette prise de parole pour vous parler des vacances scolaires. Les vacances scolaires, un temps éducatif à part entière, surtout dans notre pays où l'année scolaire est découpée en tronçons de 6 ou 7 semaines, coupées par des petites ou des grandes vacances. Et donc, c'est un temps qui ne doit pas être un vide scolaire, mais au contraire, ce temps-là a un enjeu important. Je crois qu'il est très pertinent de ne pas considérer les vacances comme une parenthèse, un temps hors école, un temps neutre, un temps où on peut faire un peu tout et n'importe quoi en disant les vacances, on fait ce qu'on veut, et puis l'école, il y a le cadre. Eh bien non, parce que s'il y a une rupture complète justement des repères scolaires, ça va être très, très difficile. La rupture totale, la coupure brutale
du cadre temporel, la désorganisation des repères, ça va bien sûr engendrer beaucoup de difficultés pour reprendre le rythme. Et l'idée, c'est d'aménager une continuité entre l'école et le temps de vacances, afin que ce temps de vacances, le sens propre du mot vacances, c'est le temps de vide, ne soit justement pas vide. Et donc, il est essentiel de maintenir des repères. Voilà, vous le savez bien, hein, si on a une rupture totale, les enfants, les élèves vont perdre les routines, vont se désynchroniser au niveau du sommeil, les automatismes déjà difficiles à mettre en place pour les élèves à besoins éducatifs particuliers vont se perdre. On peut avoir beaucoup de fatigue à la rentrée. Et pourtant, les enfants se seront reposés. Ce qui ne va pas, c'est justement le changement de rythme. Donc, la continuité des repères, c'est un facteur majeur de sécurité pour les élèves. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler pendant les vacances. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que les enfants travaillent au sens strict du terme pendant les vacances. L'idée, c'est plutôt de proposer une autre approche, de maintenir des repères sans contrainte, donc d'abord des rythmes réguliers, quelques points fixes dans la journée, prévoir des activités courtes où les enfants prennent du plaisir et où en même temps ils continuent à apprendre. Une promenade en forêt, faire des châteaux de sable sur la plage, ce sont des activités de plaisir, mais pendant lesquelles on continue à apprendre. Hein. Et là encore, je crois que la régularité, la simplicité va être très importante. Bien sûr, l'idée aussi, c'est de préparer la rentrée pendant les vacances. Il faut aller sécuriser la transition. Donc, il ne s'agit pas d'aller, par exemple, débroussailler le programme scolaire de l'année à venir. Mais, par exemple, peut-être qu'on peut passer devant la nouvelle école, peut-être d'ailleurs qu'on aura visité la nouvelle école, on peut préparer le matériel scolaire, on peut utiliser un calendrier de compte à rebours. Vous voyez, l'idée, c'est progressivement, sur quelques jours ou peut-être 2 semaines, c'est de se mettre dans le mood école, dans le mood rentrée. L'idée, encore une fois, c'est d'aller sécuriser les élèves, d'apporter des repères. Et donc là, les parents sont des médiateurs, non pas du tout en tant qu'enseignant. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller réviser tout le programme de l'année précédente ou aller de débroussailler ce qu'on va faire après, mais les familles, en agissant comme des garantes des repères temporels, aident beaucoup. Donc, alors attention, il ne s'agit pas de tout arrêter et il ne s'agit pas non plus de tout maintenir comme à l'école. Il faut trouver un entre-deux, un équilibre, une continuité qui soit compatible avec le jeu, la vie familiale, le repos, les plaisirs, mais dans un cadre structurant. Voilà, donc j'en ai terminé. J'ai conscience d'être allée assez vite, donc je pense que vous avez peut-être des questions. Je termine néanmoins avec quelques messages. Hein. Le temps n'est pas une donnée neutre à l'école. On ne peut pas faire comme si les élèves savaient gérer d'eux-mêmes le temps. La compétence gestion du temps n'est pas une compétence innée. Cela s'apprend à la maison comme à l'école, et ça n'est pas juste apprendre l'heure. Il faut déjà enseigner l'heure, mais ça ne suffit pas. Vous avez vu que le cadre du temps est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que celui-ci. Donc le temps est un objet d'apprentissage à part entière pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cet apprentissage peut être difficile parce que nous avons vu que la gestion du temps est en lien avec les fonctions exécutives. Or, chez les élèves avec des troubles du neurodéveloppement, ce sont précisément ces fonctions exécutives qui sont fragilisées ou altérées. Du coup, pour ces élèves-là, le temps sera au cœur
des préoccupations, ou plutôt la gestion du temps, l'apprentissage du temps, l'enseignement du temps sera au cœur des préoccupations autant familiales que enseignantes. Et tout en comprenant bien aussi qu'il faut respecter les étapes du développement de l'enfant. On ne peut pas demander à un élève de 10 ans d'avoir la même gestion du temps qu'un adolescent de 14 ans. Et pour les tout petits, se projeter, même sur le lendemain, n'a pas forcément de sens. Donc, l'idée principale est d'aller sécuriser le quotidien avec des routines, des rituels, de la prévisibilité, des outils concrets. L'idée est de rendre visible le temps pour sécuriser le déroulement de la journée, de la semaine, du mois. Attention à des moments qui sont très sensibles. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, sortir du cocon de la maison pour aller à l'école, ce moment-là peut être très difficile et vice-versa. Le passage de l'école à la maison peut également entraîner de l'agitation, une impression de vide, etc. Et pour terminer, le dernier message, surtout parce que nous sommes justement à une semaine des grandes vacances d'été que tous les enfants, tous nos élèves et nous-mêmes nous attendons, eh bien, les vacances ne signifient pas la rupture brutale de l'enseignement du temps, de l'apprentissage du temps. Et au contraire, plus on favorisera pendant les vacances la continuité, plus les élèves retourneront de façon plus efficace à l'école au mois de septembre. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et bien sûr, maintenant, j'attends vos questions avec impatience. Oui, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation très riche et très complète. Je pense que voilà, comme je viens de l'envoyer dans le chat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'essaierai de les retransmettre directement à Isabelle. Peut-être, voilà, parce que je sais que parfois c'est un petit peu dur de se lancer. Moi, je vous lance justement une question, Isabelle. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple ou un retour d'expérience d'une stratégie, du coup, telle que celle que vous évoquiez, qui a particulièrement fonctionné avec un de vos élèves en tant qu'enseignante, justement? Oui, alors merci Antonina pour ta question qui fait appel à mon quotidien puisque, comme je vous l'ai dit, je suis à la fois formatrice mais aussi professeure. Et donc, oui, j'ai eu et j'ai dans mes classes des élèves dont le rapport au temps est très difficile. Et je pense notamment à un adolescent que j'ai eu en quatrième. On va l'appeler Noah, il ne s'appelle pas Noah, mais pour plus de facilité et pour que vous compreniez mieux, voilà, je vais lui donner ce prénom. Noah est un élève à besoins éducatifs particuliers. Noah est TDA, il a un trouble du déficit d'attention sans hyperactivité. Le diagnostic a été posé et la grande difficulté de Noah, c'est justement, en tout cas ce que l'on observe, c'est que c'est un élève qui apparaît comme très distrait, qui papillonne à droite, à gauche. Et quand on ne connaît pas bien le TDA, on peut prendre la distraction de Noah justement pour un manque d'appétence pour l'école. Et pour moi, je me disais, bon, le français ne l'intéresse pas, il n'aime pas lire, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas motivé. Et évidemment, comme j'ai aussi une expertise sur les besoins éducatifs particuliers, je me suis posé la question du temps. Et en fait, Noah est un élève qui est très sincère avec lui-même. Et quand il dit « Oh, mais c'est bon, j'ai 3 semaines pour lire mon livre, pas de souci, je vais le faire », et qu'il arrive la veille
du jour où il doit rendre son cahier d'écrivain et qui vient me voir le matin en me disant « Ah ben j'ai pas lu le livre, j'ai pas fait les exercices ». Je vois bien que ça n'est pas seulement peut-être un problème de motivation. Et en fait, ça n'est pas un problème de motivation parce que Noah aime lire. Et en fait, Noah, ce que je lui ai proposé, alors c'est son adaptation à lui, qui a servi d'ailleurs à d'autres élèves, mais lui, c'était particulièrement utile, c'est que je lui ai proposé un découpage du livre en nombre de pages sur les 4 semaines qui étaient possibles pour aller lire le livre. Et il avait comme ça, dans un petit calendrier que je lui avais donné, tel jour le chapitre 1 devait être lu, tel jour le chapitre 2, tel jour le chapitre 3. Et il devait soit venir me voir et me dire « Ah, j'ai lu le chapitre 1, ça parlait de ça et de ça ». Ça prend 30 secondes en classe, hein. Ou alors, je pouvais même passer dans les rangs et puis discrètement lui dire « Alors, tu as lu ton chapitre 2, de quoi il parle ?» Comme ça, je m'assurais qu'il avait lu le livre. Et ce petit outil qui permet finalement de visualiser le temps qui passe et qu'il utilisait à la maison a été finalement assez déterminant puisqu'il a pu faire comme les autres élèves le défi lecture de l'année et lire quatre romans sur l'année scolaire. Donc, en fait, cette adaptation pensée pour cet élève au niveau de l'environnement temporel de son travail lui a permis d'avoir finalement les mêmes possibilités d'exprimer son potentiel sur la lecture. Et comme j'ai vu que certains élèves qui n'étaient pas diagnostiqués TDA avaient les mêmes difficultés, j'ai fini par donner le même outil à tous les élèves de la classe. Et du coup, on n'est plus dans les adaptations, individualisation, on n'est pas dans une logique de compensation du trouble, on est dans une logique d'accessibilité. Alors la logique d'accessibilité, ça c'est génial pour le professeur, parce que du coup, toutes ces adaptations qui prennent beaucoup de temps, les enseignants disent que les adaptations sont chronophages, et elles le sont. Mais du coup, à partir du moment où elles peuvent aider un très grand nombre d'élèves, et on va le préparer pour tout le monde, ça n'est pas quelque chose que l'on fait en plus, c'est finalement la façon de concevoir par anticipation à la difficulté temporelle son enseignement. Voilà donc le calendrier de lecture pour Noah. Super, merci de cet exemple très éclairant par rapport à un petit peu les fondements théoriques que tu as présentés auparavant. On a une question de Sonia qui demande comment apprendre à gérer les temps supplémentaires lors des évaluations dans un temps contraint par la forme scolaire. Alors merci beaucoup Sonia pour votre question qui est très légitime. Euh, Admettons, je suis en classe, donc je me mets dans ma position de professeur de collège, encore une classe de quatrième, parce que j'avais des quatrièmes cette année. Donc, les séances durent 55 minutes, auxquelles on retire 5 minutes, le temps d'entrer, de sortir, etc. Donc, 50 minutes. Je ne fais jamais en classe des évaluations dont je sais qu'elles vont prendre 50 minutes. Parce que si je fais une évaluation qui va prendre 50 minutes, je vais me mettre moi en difficulté et je vais mettre en difficulté des élèves qui ont besoin de temps supplémentaire. Donc, je vais toujours prévoir des évaluations plus courtes qui vont me permettre précisément d'aller cibler quelques élèves qui ont besoin de temps supplémentaire pour leur apprendre à gérer ce temps supplémentaire. Alors, comment est-ce qu'on apprend aux élèves à gérer du temps supplémentaire? Est-ce que, par exemple, on va leur apprendre à revenir sur leurs exercices? C'est une possibilité. Je ne la crois pas très efficace. Il est très difficile pour un élève de faire preuve de flexibilité mentale et de se dire « Ah là, j'ai fait comme ça, ben finalement, avec mon temps supplémentaire, je vais essayer une autre solution ». Je ne crois pas tellement à la relecture
génératrice d'erreurs. Je pense que le temps supplémentaire, par exemple les 10 minutes supplémentaires, elles doivent être en lien avec des adaptations que l'on va faire sur les évaluations d'élèves, où on aura fait ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire qu'on aura déplié les consignes en sous-consignes. Ou alors, on va permettre à l'élève d'aller utiliser des coups de pouce. Là où d'autres élèves n'auront pas le droit à des coups de pouce, les élèves avec des besoins éducatifs particuliers auront droit, par exemple, d'aller à un moment relire la leçon du cahier, d'aller consulter une fiche avec un exercice modèle. Et ça prend on a besoin de temps pour utiliser des coups de pouce. Donc ça peut être intéressant comme façon de faire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Sonia. Y a-t-il une autre question dans le chat, ou si vous voulez lever la main et me poser directement une question? Pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Isabelle, elle est justement là pour vous répondre. Voilà, je suis là pour vous répondre, que ce soit des questions de parents, que ce soit des questions d'enseignants. Je peux switcher entre les deux rôles, les points de vue, et répondre à tout type de questions, ou essayer de répondre, hein, parce que évidemment, aucune réponse ne tient de la recette magique. S'il existait pour les parents comme pour les enseignants le manuel de recettes miracles qui fonctionne à tous les coups pour aider les enfants, les élèves à besoins éducatifs particuliers à mieux gérer le temps, eh bien nous aurions à notre disposition ce petit manuel. Donc non, ça n'existe pas, ça nous demande beaucoup de réflexion, mais néanmoins, j'espère vous avoir montré qu'en se fondant sur quelques concepts, le concept de prévisibilité, le concept de visibilité, le concept d'anticipation, on peut néanmoins modifier l'environnement temporel et aller vers plus de réussite. Donc on a une question de Aude justement qui demande comment structurer le temps pour un TDAH au lycée. Et qui ne veut pas de régime de faveur. Alors ça, c'est très intéressant parce que sous la question du temps, il y a une question qui, à mon avis, est beaucoup plus prégnante et qui est pourquoi cet élève n'accepte pas des adaptations dont il a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa scolarité? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé avec des camarades pour qu'il puisse arriver à 15 ou 16 ans et à considérer finalement sa situation comme étant discriminante, en tout cas ne voulant pas qu'elle soit sue par les autres. Moi, je pense que la vraie question est là, hein. La question n'est pas comment structurer le temps chez un élève TDAH au lycée. Ou alors, oui, il ne veut pas être différent de ses copains, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être différent? Est-ce qu'il a eu des humiliations quand il était petit? Est-ce que des adaptations ont été faites, notamment sans qu'on lui ait demandé son avis? Par exemple, quand un enfant, un élève, un jeune a un TDAH et que ce TDAH est diagnostiqué, il peut bénéficier de ce qu'on appelle un PAP. Alors, en général, les enseignants remplissent entre eux le PAP. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, par exemple, on va donner du temps supplémentaire. Quand demande-t-on à l'élève ce qui l'aide vraiment, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut pas? Quand est-ce qu'on le fait adhérer au PAP? Qui lui a dit que le PAP était un régime de faveur? Est-ce qu'il n'y a pas un petit, comment dire, une discussion importante, des échanges importants à avoir avec cet élève?
Alors, je vais vous dire ce que moi je fais en tant qu'enseignant pour justement des grands élèves au collège, quatrième, troisième, qui ne veulent pas être différents. Je fais un jeu en début d'année, ça s'appelle le jeu du ballon. Tout enseignant peut faire ce jeu. De quoi s'agit-il? J'accueille mes élèves en début d'année et je leur dis, j'aimerais bien que tous les élèves de la classe commencent avec une très bonne note. J'aimerais bien que tout le monde commence à égalité. Je veux pouvoir mettre un 20 à tous les élèves de la classe, non pas par rapport à des compétences disciplinaires, parce que je sais que vous avez déjà fait un chemin en français, que certains ont des difficultés en orthographe ou ailleurs. Non, je veux vous mettre un 20 seulement par rapport à ces deux compétences-là. Vous devez m'écouter, obéir à la consigne, essayer de faire du mieux que vous pouvez. Les élèves, vous êtes d'accord? Les élèves me disent oui, ils sont d'accord, ils ont très envie d'avoir un 20, bien sûr, pour commencer l'année. Et donc, je mets une corbeille sur mon bureau. Je suis allée chercher un ballon auprès de mes collègues de PS et je leur dis, voilà la consigne. De là où vous êtes, vous devez mettre le panier dans le ballon. Vous voyez, la consigne est simple, il suffit de m'écouter, de vous appliquer. Vous mettez le ballon dans le panier et vous aurez votre vin. Et je donne le ballon à l'élève qui est le plus proche de mon bureau et donc de la corbeille qui est posée près du, comment dire, sur mon bureau. Et l'élève, évidemment, parvient à mettre le ballon dans le panier. Il a un 20 et je continue, ça va assez vite. Et tous les élèves qui sont autour de moi, évidemment, qui ne sont pas très loin du bureau, ont un 20. Mais bien sûr, arrive un élève qui est trop loin du bureau et qui ne peut pas mettre le ballon dans le panier. Et alors là, je lui dis, d'un ton un peu théâtral, hein, vous savez, nous les profs, on joue beaucoup de notre posture. Je lui dis, bah regarde, hein, j'étais bien disposée, j'ai mis beaucoup de vin. Toi, non, tu n'as pas fait assez d'efforts, tu n'as pas un 20, tu as un 0. Et on continue comme ça, et plus les élèves sont loin de mon bureau, et plus il y a des zéros. Je peux vous dire que même en quatrième, je ne suis jamais parvenue à aller tout au fond de la classe. Il y a toujours un élève qui me dit, ah mais madame, votre jeu, il est complètement pourri. Et alors là, je suis très contente parce que je vais pouvoir engager un débat philo, justement, sur la différence. Alors, je ne parle pas de handicap, hein, je ne dis pas TDA, je ne dis rien du tout. Je dis juste à l'élève, bah oui, tu as raison, mon jeu, il est pourri. Pourquoi il est pourri? Bah, parce que la consigne, elle est la même pour tout le monde. Et vous voyez bien qu'il y a des élèves qui sont prêts, puis des élèves qui sont loin. Bah, les élèves sont pas tous pareils. Les élèves sont différents. C'est pas moi qui ai mis le mot différent sur la situation. Ce sont les élèves eux-mêmes. Et alors là, on peut commencer à faire un débat avec les élèves. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prof juste? Ah ben, un prof juste, c'est un prof qui tient compte finalement des élèves. C'est un prof qui, avec tel élève, va faire comme ça, avec tel autre élève, va faire autrement. Et je ne parle toujours pas de TDAH, d'adaptation, de dyslexie, etc. En revanche, quand plus tard les adaptations arrivent et quand elles ont été discutées avec les élèves, eh bien les élèves finalement n'ont plus du tout cette idée qu'ils ont un régime de faveur. C'est passé avec le jeu du ballon. Et en plus, ça se termine bien parce que finalement, je change ma consigne. Les élèves ont le droit de se lever, les élèves ont le droit de céder entre eux et tout le monde repart avec un 20. Voilà, donc j'ai mis les élèves sur leur chemin de progrès. Et donc, ça, c'est très utile pour tous les élèves qui seraient en refus. Je ne dis pas que c'est magique, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut faire le jeu du ballon. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique. C'est une modalité que j'ai imaginée, qui fonctionne bien, qui correspond à ma personnalité. Après, chacun dans sa pratique est libre d'aller faire réfléchir les élèves sur ce qu'on appelle la différence. Merci beaucoup Isabelle pour cette réponse. Avant de prendre la dernière question dans le chat, je vous envoie juste maintenant différents liens pour un petit peu évaluer le webinaire, retrouver un petit peu la vidéo de présentation Lisa si vous le souhaitez et vous inscrire aux actualités du projet. Voilà. Et juste pour votre information, pour celles et ceux qui commenceraient déjà à nous quitter parce qu'il est 19 heures, le prochain webinaire aura lieu en septembre. Voilà, le webinaire Lisa fait aussi une petite pause estivale comme vous.
Est-ce que Isabelle, tu es d'accord pour prendre la dernière question de Charlotte? Absolument, je vais répondre à la question de Charlotte. Par contre, je ne la vois plus dans le chat, si tu Alors, peux. la question c'est, est-ce que la gestion du temps est une compétence à enseigner explicitement? Comment la rendre visible dans les apprentissages? Alors, oui, je pense que la gestion du temps, est un objet d'apprentissage, au même, titre et peut-être encore plus qu'un objet d'apprentissage disciplinaire, parce que c'est justement ce qui va permettre à certains élèves à besoins éducatifs particuliers de mieux entrer dans le disciplinaire. Donc faire des rappels, faire de l'autorégulation du temps, inciter l'élève à s'auto-réguler. Il me reste 15 minutes, il me reste 5 minutes. Le faire travailler avec un time timer où il voit le temps qui s'écoule. Faire de cette utilisation un automatisme. Eh bien, tous ces gestes dont j'ai parlé tout à l'heure et l'utilisation de ces outils peut faire l'objet d'un enseignement explicite. Encore une fois, j'ai envie de dire qu'il ne s'agit pas pour moi d'un objet d'apprentissage réservé aux seuls élèves à besoins éducatifs particuliers et ça aurait tout intérêt à être pensé comme un outil d'accessibilité pour la classe. Super. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui. Voilà, il y a Céline qui dit que c'était très intéressant. On a des remerciements de Laetitia, de Sophie. Donc voilà, je pense que, en tout cas, j'espère que ce dernier webinaire de l'année 2025-26 vous aura plu et qu'on se retrouvera avec de nouvelles thématiques qui répondront à vos enjeux le plus possible en septembre 2026. Encore un grand merci Isabelle et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Un grand merci à vous tous et merci à l'équipe LISA de m'avoir invité à animer ce webinaire sur la gestion du temps pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Au revoir et un bel été à vous tous. Bel Merci. été, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.